Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'égalité femmes-hommes. Pour parler de ces sujets importants, eh bien, je suis accompagné du capitaine Pascaline Moine, qui est référente sur la partie égalité femmes-hommes au sein du SDIS 78. Bonjour Pascaline, comment ça va? Bonjour Vincent, merci, ça va. Merci de nous rejoindre. On va, dans ce mag, parler de plusieurs sujets, entre autres. Oui, donc bien sûr l'égalité femmes-hommes à travers les stéréotypes et aussi de se poser la question que la réalité est difficile à bouger, mais pourquoi? Pourquoi? Et pour cela, il y a des groupes de travail, entre autres, qui ont été organisés. Et ce qu'on va regarder dans quelques instants, c'est quoi exactement? Oui, on va regarder cette petite vidéo sur les groupes de travail, comment on a travaillé et comment on a construit ce mag. Eh bien, c'est parti, on regarde ça tout de suite et on se revoit dans quelques instants. Donc aujourd'hui, on a organisé deux demi-journées avec deux groupes de travail pour parler de la thématique de l'égalité femmes-hommes. Donc en fait, les thématiques étaient avec deux formats différents, on va dire, avec ce matin, un groupe de 10 personnes où on a parlé librement, animé par le commandant Racqua. Et cet après-midi, donc avec un groupe plus restreint, où on a effectivement parlé aussi des stéréotypes, avec la déléguée départementale d'égalité femmes-hommes de la préfecture. Avant tout, on s'est posé des questions sur la question de l'égalité, dans tous les champs, en tout cas, que ça soit professionnel, que ça soit social, que ce soit politique. Et on a essayé de déconstruire nos stéréotypes pour amener à des questionnements sur nos préjugés et les discriminations. Donc ça va être des exemples très concrets sur les femmes sont nulles en orientation spatiale. Et en déconstruisant, on se rend compte que finalement ça entraîne des inégalités et que pour le coup ça peut engendrer des inégalités au niveau professionnel, salarial, ou autre. Alors le groupe était très volontaire, alors il y avait un représentant masculin. Et, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait à la fin, on s'est rendu compte que les inégalités et l'égalité se nichent dans les détails. Le détail, c'est quoi? C'est la question de l'invisibilité des femmes. Il y a une des volontaires qui s'est dit je vais féminiser mon nom de métier. Et puis ça va être aussi des questionnements sur la communication, sur les affiches qu'on voit, sur les catalogues de jouets. Et donc en fait le détail est important parce qu'en fait plus on sera attentif aux inégalités et donc pour le coup à promouvoir la culture de l'égalité, et plus pour le coup pour les jeunes générations on pourra en tout cas œuvrer pour faire de l'égalité une égalité réelle. Alors après pour finir je me disais que ce qui est intéressant dans ce genre d'information sensibilisation, c'est, je dis toujours, chaussons nos lunettes de l'égalité. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'en effet, à un moment, je vois pas qu'il y a des discriminations, je vois pas qu'il y ait des inégalités, mais si je mets mes lunettes de l'égalité, je vois des choses que je n'avais pas vues. Et je pense qu'aujourd'hui, les volontaires ont vu des choses qu'ils n'avaient pas vues et j'espère qu'ils continueront même dans leur vie privée. Intéressant ce que Marielle dit au niveau de cette paire de lunettes qu'on enfile pour pouvoir avoir un autre regard sur la situation qui nous anime aujourd'hui. Oui, très intéressant. Et du coup, on va parler maintenant des stéréotypes, parce qu'on se rend compte que lutter contre les stéréotypes, c'est construire une culture de l'égalité. Parfait. Bien, écoutez, on va regarder ça en vidéo maintenant. L'une des missions de Marielle Savina est la sensibilisation et la diffusion de la culture de l'égalité. Cette sensibilisation va passer par l'explicitation de la question des stéréotypes. Des stéréotypes, ça va être des opinions toutes faites sur un groupe de personnes. On va accoler un tas de caractéristiques à ces personnes-là de manière totalement arbitraire et sans réel fondement. Donc il est nécessaire de comprendre comment ces stéréotypes fonctionnent et quelles sont les conséquences. Accoler des caractéristiques à chaque groupe, pour la question du sexe, ce sera le groupe homme et le groupe femme. Ça va forcément créer des groupes et donc des inégalités. Ces inégalités vont à leur tour créer des discriminations. Pour des exemples, on considère par exemple que les femmes seraient plus émotives, n'auraient pas le sens de l'orientation, alors que eux, les hommes, seraient plus durs, plus forts, etc. Et on constate que ces stéréotypes ont de réelles conséquences, par exemple sur l'orientation scolaire. Également dans le monde du travail, on constate qu'un tiers des femmes travaillent à temps partiel, que seulement 12% des femmes sont mères, qu'il y a une différence de 27% dans les salaires entre hommes et femmes, qu'il existe un plafond de verre, c'est-à-dire que dans les structures hiérarchiques, ce sera plus difficile pour les femmes d'accéder au niveau supérieur. On constate également que les conséquences
se concentre beaucoup dans la répartition des tâches ménagères entre les hommes et les femmes. Les tâches domestiques vont surtout reposer sur les femmes. Et enfin, sur la répartition des métiers, on constate qu'il y a réellement des métiers qui sont considérés comme masculins alors que d'autres vont être considérés comme féminins. Seulement 12% des métiers sont mixtes. Par exemple, seulement 3% des professionnels de la petite enfance sont des hommes. Et en ce qui concerne les sapeurs-pompiers, seulement 4% des officiers sapeurs-pompiers sont des femmes. Donc les projets de féminisation vont permettre de briser ces stéréotypes, puisqu'on va, par exemple en ce qui concerne les sapeurs-pompiers, on va diffuser l'idée qu'il n'existe pas de réel obstacle pour une petite fille à se rêver pompier et à avoir pour objectif de devenir pompier, puisque les seuls obstacles sont en réalité sociaux. Également, on voit qu'il y a une réelle volonté du droit et de la loi de faire bouger les lignes en ce qui concerne les inégalités hommes-femmes et que malheureusement les lois vont bouger et évoluer plus vite que la société, que les mentalités. Et par contre, elles sont évidemment indispensables. L'action de l'État, des personnes publiques est indispensable puisqu'elle va permettre de constituer avec tout un tas d'autres éléments un tout qui va permettre de faire bouger les lignes et donc d'accéder à une égalité entre les sexes. Ça fait maintenant 300 000 ans que l'être humain est présent sur cette terre. 300 000 ans que cette égalité femmes-hommes fait débat, j'ai envie de dire. Et dans les 100 dernières années, il y a eu des dates clés qui ont marqué le coup. On va parler de ces dates. Oui, donc on va revenir sur quelques dates clés. Donc on va commencer par 1909, le congé maternité sans rémunération. On a ensuite 1944 le droit de vote accordé aux femmes. En 1965, la femme peut travailler sans l'autorisation de son mari. En 65, ça veut dire que l'homme donnait l'autorisation à madame de pouvoir aller travailler. C'est exactement ça. C'est exactement magnifique, ça. Magnifique. On enchaîne avec 1976, la première femme sapeur-pompier. 76, c'est pas si loin que ça finalement. 2004, on a la loi sur la parité. En 2006, on a la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Pour revenir à notre corporation, donc en 2016, un plan d'action en faveur des femmes donc porté par notre direction générale et géré là tout récemment, donc le quinquennat du président de la République sur l'égalité femmes-hommes. Donc l'égalité femmes-hommes, c'est quelque chose qui... Ça fait 100 ans qu'on parle de ça, on va dire de façon plus précise, où là, la femme prend vraiment une part importante, où on s'aperçoit qu'il y a quelque chose à faire, où il y a un moment où on prend position aussi. C'est ça. Et on va dire que c'est concentré sur ces, on va dire 100 dernières années. Mais c'est vrai que si on ramène, comme vous l'avez dit, sur l'échelle de l'humanité, quelque part, on s'entend, beaucoup de choses ont évolué grâce aux lois, mais ce qui est beaucoup plus long à changer, donc c'est, on va dire, ces imprégnations qui restent et qui sont difficiles à changer. Maintenant, ce que je propose, c'est qu'on va parler de l'être humain au sens anthropologique, parce que justement, l'homme, la femme, l'homme, tout ça, depuis 300 000 ans, il y a une personne qui va nous accompagner, c'est le lieutenant-colonel Denis Cabaret, qui est médecin, sapeur-pompier, qui va venir nous rejoindre sur le plateau. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour Pascaline. Comment ça va? Mais ça va bien et vous? Ça va très bien. Parlons de l'être humain. Pascaline a parlé des 100 dernières années. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela, vous? Écoutez, on a effectivement, vous l'avez précisé, 300 000 ans d'évolution. 300 000 ans d'évolution, non seulement génétique, mais aussi mentale, on pourrait dire. Et effectivement, cette évolution n'a pas été parallèle sur le plan génétique et sur le plan mental. Il est vrai qu'on a gardé beaucoup en tête ce peu d'évolution génétique finalement, en disant que l'homme est plus fort que la femme. Il y a beaucoup de métiers. On se dit que certains sont réservés aux hommes, certains sont réservés aux femmes, et puis certains métiers sont faits pour les deux. Je crois qu'il faut évoluer à ce niveau-là, parce que ça, c'est uniquement la vision génétique des choses. Si on va un petit peu plus loin et qu'on prend l'évolution mentale et psychologique des choses, on est sur un autre registre. Et effectivement, on peut s'apercevoir que l'homme, avec un H majuscule, je ne distingue pas là l'homme et la femme, l'être humain dispose de 4 consciences. Ce ne sont pas 4 niveaux de conscience, ce sont 4 consciences qui fonctionnent en même temps. La première conscience, c'est la conscience corporelle. C'est celle qui fait que je fais.
Voilà, j'existe, je fais. La deuxième conscience, c'est la conscience intellectuelle. C'est celle qui fait que je pense. La troisième conscience, c'est la conscience émotionnelle. C'est vraiment le « je ressens ». Et puis la quatrième conscience, c'est la conscience spirituelle, qui est la plus ignorée finalement, non seulement dans les professions, mais aussi dans la vie courante. Parce que la conscience spirituelle, c'est « je sais ». Je sais qui je suis, je sais que j'existe, je sais ce que je fais là. Voilà, ça c'est un niveau de conscience qui est un petit peu plus compliqué à appréhender, parce qu'on la confond souvent à la conscience religieuse ou autre, alors que la conscience spirituelle, c'est pas du tout ça. C'est vraiment la conscience de faire partie du tout. Voilà. Et ça, ce sont les niveaux de conscience qu'on peut faire évoluer, qui ont évolué depuis 300 000 ans. C'est ça qui a fait que finalement, on a créé des lois parce qu'on a pensé par rapport à ce qu'on a ressenti et par rapport à ce qu'on est sur cette terre. Voilà, tout simplement. Ça a évolué, alors que la génétique, elle, a finalement assez peu évolué, effectivement, depuis Homo sapiens. D'accord. Et justement, j'avais une question, docteur, par rapport à toutes ces différences, est-ce que pour vous elles sont naturelles ou elles sont acquises ? Elles sont volontiers acquises. Alors pourquoi elles sont acquises ? Si on se réfère au dire du docteur Hawkins, hein, qui était non seulement psychiatre, mais aussi physicien, qui a fait beaucoup de travaux, et encore il n'y a pas si longtemps que ça, le docteur Hawkins nous dit que le plus grand drame de l'homme, c'est de croire que sa construction intellectuelle est la vérité. Voilà. Et je crois que là, même si on part un petit peu dans la philosophie de la chose, je crois qu'on est en plein dans la réalité justement du docteur Hawkins, c'est-à-dire que à partir du moment où l'homme a décidé, l'être humain a décidé que des tâches étaient dévolues aux femmes et des tâches étaient dévolues aux hommes, c'est pas la nature qui l'a décidé, c'est bien l'être humain, quoi. Donc là, c'est parfaitement acquis. Parce que dans l'inné c'est quoi ? C'est la génétique dont je parlais tout à l'heure. Cette génétique, effectivement, on peut considérer qu'elle a prévu que l'homme soit là pour la chasse, hein, si on repart à 300 000 ans en arrière, hein, comme on a dit tout à l'heure, l'homme peut être là pour la chasse et la femme est là pour s'occuper des enfants. Mais ça a évolué, ça c'est la génétique, il faut sortir de ça. Et j'ai l'impression que finalement on n'est pas tant sorti de ça qu'on peut le penser. Voilà, tout simplement. Donc effectivement, il y a des choses qui sont naturelles, qui ne changeront pas. Effectivement, c'est toujours la femme qui sera enceinte, à moins d'une révolution génétique particulière, et ce sera toujours l'homme qui sera le géniteur de la femme enceinte. Bon, voilà, ça on ne pourra pas le changer. Par contre, effectivement, tout ce qu'il y a autour, la place de chacun dans la société, ça c'est parfaitement acquis, ça on peut le changer quand on veut, si ce n'est qu'il faut changer les mentalités. Et là on est dans une époque depuis 10 000 ans à peu près, on est dans une époque qu'on appelle aryenne, hein, les Allemands l'ont exploité cette époque-là pendant la guerre, mais on est dans une époque qui est celle du savoir et de l'avoir. Il est temps, vraiment, qu'on passe dans l'époque de l'être. Voilà, il faudra lui trouver un nom, on ne l'a peut-être pas encore trouvé, ça va prendre du temps, mais ça commence petit à petit à intervenir, on arrive petit à petit dans l'ère de l'être. Il y a des prises de conscience qui se font de plus en plus. Très clairement. Merci beaucoup, docteur, pour tous ces éclairages scientifiques. Pascaline, un mot pour conclure? Oui, une conclusion pour dire qu'il faut continuer à ouvrir les champs des possibles grâce aux lois et aussi aux plans d'action au sein de nos SDIS, tout en sachant qu'effectivement de changer la conscience collective, ça va prendre plus de temps. Merci. Eh bien, on va se retrouver, Pascaline, au niveau de la remise pour rencontrer le sergent-chef Nicolas Meller. Et on va revenir sur un cas concret qui a été évoqué lors des groupes de travail. Il y avait combien de personnes dans le groupe de travail exactement? On a fait 2 groupes de travail de 2 fois 10 personnes. 2 fois 10 personnes? Ah, ben attends. Bonjour Nicolas, comment ça va? Bonjour Vincent, ça va très bien. Bonjour Pascaline. Merci de nous accueillir devant cette ambulance. C'est pas par hasard qu'on est ici aujourd'hui pour parler de ce dernier sujet, parce que lors des groupes de travail, justement, il y a eu un cas très concret qui parlait
des gens qui montent dans ces ambulances, les femmes, les hommes. Pascaline, si on peut reparler du sujet. Alors c'était un cas concret, on va dire débat. Il y a eu tout d'abord un agent féminin qui parlait clairement en disant voilà, une ambulance avec 3 femmes, moi si je suis chef d'agré, je ne prends pas le départ, je demande à ce qu'il y ait un homme qui vienne intégrer cette ambulance. Et on avait en face un deuxième agent féminin qui disait non, une ambulance à 3 femmes, ça ne me pose pas de problème, on fait l'intervention. Et puis moi j'étais là et j'ai dit mais et pourquoi dans ce cas-là, 3 hommes dans une ambulance, pourquoi on n'enlèverait pas un homme et on ne mettrait pas une femme à la place? Et du coup, là, il y a Nicolas qui a apporté une conclusion et son éclairage qui était... Effectivement, ça fait des années qu'on a compris que de mixer les gabarits dans les équipages, c'était toujours un plus. Et je pense que de mixer également les genres, c'est aussi une richesse. Et c'est pas un but en soi d'avoir 3 femmes dans un VSAV, ni 3 hommes. Il y aura toujours des interventions compliquées. Et plus l'équipage est mixé, et plus ce sera intéressant. Que ce soit dans les gabarits ou dans les genres. Dans les gabarits, dans les genres, dans les cultures, le plus de mixité possible, c'est toujours une richesse. Ça apporte une réflexion différente aussi, une sensibilité différente dans les façons d'intervenir. C'est ça. D'accord. D'accord. Donc intéressant. Intéressant, et puis de parler surtout de compétences. Du coup, voilà, ce qu'on recherche aussi, c'est de la compétence, la mixité, de la diversité. Génial. Oui. Comme quoi, les groupes de travail, lorsqu'il y a des gens qui sont intéressés, eh bien, ça devient intéressant et il y a des vrais débats qui se mettent en place. Pour conclure, Pascaline, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ce qu'on a pu voir? Oui, alors une phrase de conclusion, dire que effectivement, il y a un gros travail sur le changement des consciences au niveau de nos différences et qu'il faut en tirer toute la richesse et les compétences pour pouvoir tous travailler ensemble et avancer ensemble. Merci Pascaline, merci Nicolas, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce magazine. On va vous souhaiter à tous et à toutes un très bon colloque. Prenez soin de vous, à bientôt.